se telurin gauj, teliaga skunyak, epsilasi no kuna biscudaye, sit no guma. Bonjour. Bonjour. Alors, je suis particulièrement heureux de recevoir Robert Seven-Cross-Bourdon, de la tradition Mi'kmaq, mais il va se présenter lui-même. Oui. Oui, je suis un sans-mêlé, un métissé. Je suis un côté acadien et un côté Mi'kmaq, qui sont les Premières Nations de la côte atlantique au Canada. Puis le mot métis a été reconnu pour ceux qui sont les sans-mêlés, mais qui marchent dans la voie de la tradition des Premières Nations. C'est tout simple. Non seulement je suis métisse, mais de mon père, j'ai eu le beau cadeau des yeux bleus. Original, on vient de la Gaspésie. Puis on a déménagé jusqu'à Montréal. Puis là, j'habite dans les Hautes-Laurentides à 3 heures au nord de Montréal, sur le bord de la Wabaudière, puis une belle grande rivière. Devant, on a une magnifique grande rivière, elle a peut-être 30 mètres de large. Puis juste derrière la maison, c'est la forêt où on fait le piégeage et où on fait la chasse. J'ai grandi un peu en Gaspésie, un peu au Vermont, un peu à Montréal. J'ai bougé un tout petit peu. Il a fini dans les Laurentides. Ouais. Il y a beaucoup de rivières, de lacs. Ah oui, on est un territoire de rivières et de lacs. Territoire d'eau. Ouais. Alors, je m'appelle Philippe Bobola, donc je suis français. Je suis métis à ma façon aussi, parce que finalement, j'ai multiplié les disciplines, la physique, la biologie, l'anthropologie, la psychanalyse et d'autres. Donc à chaque fois, je lis les nouvelles disciplines aux anciennes. C'est une sorte de métissage. Ah, que c'est beau. Voilà. Que c'est beau. Alors je voulais simplement, en aparté, il me disait que quand on s'exprime d'abord dans sa langue originelle, ou originale, maternelle, et c'est le Mi'kmaq. Ouais. Et on appelle les ancêtres, comme si on se reliait en haut et puis on parle sous autorité, quoi. C'est Oui. assez joli. Quand on dit notre nom, même en cérémonie, on le fait tout le temps, on s'introduit dans la langue de la culture qu'on porte. Mais comme on disait plus tôt, ça crée une vague. Une vibration. Une vibration qui sort, puis on dit souvent, c'est que les ancêtres l'entendent. Mais c'est beau, on entend même des petits-enfants qui s'introduisent avec leur nom, d'abord, dans la langue de leur culture. Oui, c'est intéressant si on trouve ça en Afrique, par exemple, si quelqu'un qui a été touché par le paludisme guéri, on va mettre le nom de la personne qui a guéri sur la personne malade, comme si la vibration attirait la guérison. Donc, et le nom change. Oui, c'est ça. Mais est-ce que c'est aussi que la vibration va continuer parce qu'il porte le nom de la guérison? C'est le temps de guérir. Après, il retrouve sa vibration, mais, Okay. mais on met ça, c'est-à-dire c'est très... allez, j'ose dire le nom, c'est un prénom quantique, quoi. Il y a à la fois la dimension matérielle et simultanément la dimension vibratoire. Puis c'est beau parce que la guérison, faut que ça soit les deux. Oui, c'est ça. Spirituel et matériel, immatériel et matériel. Oui. Ah, magnifique, je ne connaissais pas, merci. Alors, en discutant avec Robert, on se disait qu'on voulait un petit peu montrer le parallélisme qu'il y a entre ce que nous vivons actuellement et la façon dont les Indiens des plaines ont été dominés, cadrés et exterminés. Mais c'est ça, c'est pas juste des plaines de toute l'Amérique du Nord. Oui, bien sûr. Non, mais là, parce qu'on est sur ton territoire, mais l'Amérique du Sud, c'est là où on a progressé. C'est comme on parlait tantôt, on disait que le colonialisme n'a jamais arrêté. Non. C'est les mêmes principes qui sont mis en place pour coloniser. Ce qui est arrivé avec durant la pandémie, c'était très intéressant parce que les gens ont été séquestrés comme quand les colonisateurs sont arrivés. Le commerce a été pris, comme nous, ça a commencé avec des pots de castor. Ils ont enlevé les pots de castor, il fallait faire un échange, et si tu étais un bon chasseur, tu étais aimé par la France. Mais là, aujourd'hui, si tu es un bon enfant, tu vas te faire vacciner, puis le pays va t'aimer. Ça veut dire qu'on voit, nous,
que les choses n'ont pas changé. Ils disent que les gens réveillent. Moi, je dis, ça a pris du temps. Oui, ça a pris du temps parce que la conscience parfois évolue lentement. Ce qu'on voit en anthropologie, c'est les procédés sidaires. Donc, par exemple, si on prend l'Amérique du Sud, ça commence par un génocide en premier. Et puis après, on passe à l'ethnocide, c'est la mort d'une ethnie. Donc, la culture traditionnelle est dévalorisée. Les enfants font des études mais ne peuvent pas revenir parce ils sont détournés de leur culture maternelle. Après, on enchaîne avec l'écocide, c'est la disparition d'un écosystème, pas simplement au sens écologique du terme, mais c'est également la langue, la nourriture, la façon de s'habiller, le prénom, L'identité. etc. L'identité, même les maisons. On voit en Guyane, on a imposé des maisons à l'européenne avec des angles droits. Et puis après, le dernier volet, qui est le plus terrible, c'est quand on convainc une culture qu'elle est dépassée, qu'elle n'a plus de valeur. C'est ce qu'on appelle l'égocide. Comme je disais tantôt, j'aime ce terme, l'égocide. Voilà. C'est brillant. J'ai eu une histoire d'un aîné qui, quand ils les ont sortis des huttes, puis ils ont mis dans les maisons, il a dit, mais qu'est-ce qu'on fait dans les coins? C'était pas... Il n'y a pas d'angle droit Non, dans la nature. Non, et tout d'un coup, ils ont imposé un monde d'angle droit. Nous, on travaille dans un pénitencier avec les hommes autochtones. Et je dis toujours, ça c'est une boîte carrée. Quand je mets mon cercle à l'intérieur, il y a 4 petits coins que je ne peux pas toucher. C'est la sécurité, et ainsi de suite. Et s'ils viennent à nos cercles, il faut qu'ils mettent la boîte dans le coin. Puis nous, on peut le toucher. Ah oui, exactement, l'inverse. Oui. Bah, la forme naturelle, c'est le cercle. Hein, Oui. c'est une forme archétypale, que ce soit les orbites des planètes, même quand on naît, on passe par les voies féminines, c'est un cercle pour sortir. Enfin, on voit bien que la forme naturelle, c'est le cercle. D'ailleurs, Platon considérait que le cercle, c'est la figure parfaite parce que tous les points à la périphérie sont à égale distance du centre. Mais c'est beau. Nous, on fait des rencontres en cercle parce que chaque membre dans le cercle est égal à l'autre. Et c'est ça. Mais c'est Platon. Oui, c'est platonicien. Donc c'est vrai qu'imposer une forme avec des angles droits non naturels, ça annonce progressivement que la culture qui vit dans des maisons avec des angles droits va s'écarter de plus en plus de la nature. Ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que, J'aime ça. par exemple, on invente le stylo jetable. Oui, Mais le concept va se déployer dans le temps. On arrive à la notion d'homme jetable. oui, oui. C'est le Kleenex, c'est pareil, hein, je veux dire. C'est beau, oui, parce que l'humain jetable, on est de plus en plus On est proche. de plus en plus dedans. Donc la culture qui impose non pas le cercle et la forme naturelle, mais les angles droits, le carré, le rectangle, ben, ça annonce cette espèce de dérive qu'il y a entre la culture et la nature. Oui, puis ça coupe le vortex. Exact, C'est le vortex, il n'y a plus de vortex. c'est ça. Nous, on croit qu'il y a un vortex sur la Terre puis un vortex en haut. Oui, Et oui, quand un feu sacré, les deux viennent se toucher. oui, oui, tout à fait. Et je pense que quand on regarde la nature, c'est exactement ce qui se passe. Le magnifique cercle derrière nous, Oui. cet arbre incroyable. Mais beaucoup dans la culture autochtone ou indigène, ils ont changé le nom tellement de fois, on ne sait plus c'est quoi le nom qui est politiquement correct. Mais tout est rond. Toutes les cérémonies sont rondes. Toutes les offrandes qu'on fait, c'est en rond. Toutes les habitations sont en rond. La plupart des instruments sont en rond. Le tambour est en rond. Puis c'est une continuité de ce que le Créateur nous a donné. Ça veut dire que s'il nous enlève nos objets qui sont ronds, il nous crée une maison carrée. C'est ça. S'il nous enlève les tipis, il nous crée des angles. S'il enlève les cérémonies, il y a encore plus d'angles. Ça veut dire que la boîte est de plus en plus petite. Resserré et de plus en plus naturel, quoi. Et comme vous dites, j'ai peur qu'une fois que la boîte se referme, mais l'humain qui est un cercle, il ne sera plus là. Non, c'est ça. Ça va être des humains carrés. C'est amusant parce que les ruches d'abeilles, on leur a imposé des maisons humaines avec des angles droits. Et c'est là où les maladies ont commencé à apparaître.
Parce que la ruche d'abeilles, c'est un couvain, il faut qu'il y ait Mhm. une température constante. Les abeilles font naturellement leur nid dans des endroits qui s'inscrivent dans une forme sphéroïde, les troncs évidés, etc. Donc on voit bien que la nature, elle aussi, elle va pas construire en angle droit. Ouais. Et est-ce que c'est vrai en Afrique qu'ils ont des ruches qui sont faites en argile? Si, c'est vrai. C'est, quel... Moi, ça me touche beaucoup. Les gens ont pris la nature, ils ont confectionné les choses pour honorer la nature qui va leur donner. Pour moi, c'est notre vie. On redécouvre ça, on appelle ça le biomimétisme. Ça veut dire on veut imiter la nature parce que la nature, quand elle a donné un résultat, que ça soit une plante, un arbre, un animal, c'est au nom de 3,5 milliards d'années d'évolution. L'homme, lui, il a quelques millions d'années d'existence. On peut repousser à 6 millions si on veut, hein, voilà, 2, 3, 4. Mais c'est court par rapport aux 3,5 milliards d'années. Donc la nature, elle a expérimenté à base d'essais, d'erreurs, de réajustements. Peut-être qu'on est dans une expérimentation qui n'a pas bien marché. Bah, peut-être, oui. C'est comme un biologiste qui aurait fait une culture cellulaire, puis ça marche pas. Oui, mais mettre l'homme, nous dans la culture, on a Msit Noguma, qui veut dire toutes mes relations. Je les détaillerai pas parce qu'il y en a beaucoup, mais c'est grand-père soleil, grand-mère lune, mère terre, père ciel. Et, Hmm. ça, et l'humain, c'est les deux pattes qui est juste dans la lignée. Ah Très oui. loin, il n'est pas au début. Darwin a mis tout le monde sur le haut de la pyramide, mais pour nous, on n'est que les deux pattes. On n'est pas plus important que l'arbre, celui qui se tient debout, ou les fourmis. Ça veut dire que tout de suite, il y a un respect qui est en Hmm. place parce que nous ne sommes que des deux pattes. Oui. Je voudrais revenir sur le cercle parce que le cercle, c'est aussi la vibration. Quand on lâche un petit caillou à la surface d'une eau, ça crée des cercles excentriques. Oui. Donc, quand on envisage que le cercle, il a des cercles excentriques, les cercles excentriques sont dans l'invisible. On ne Oui, voit que quelques cercles dans le visible. oui, c'est beau parce que on dit que nos cérémonies, comme nous, c'est la danse soleil, mais même la hutte de sudation qui est ici, Mm. c'est un cercle et on travaille beaucoup, on a toujours travaillé comme les aiguilles de la montre. Mm. Ça fait comme un vortex de prière. Mais on sait qu'une fois que la vibration monte là, elle s'accentue. Oui, c'est ça. Puis, puis ça, c'est dans la culture parce qu'on le voit dans la forêt. On le voit, comme vous dites, avec l'eau. On le voit quand on ouvre un arbre. Oui, avec les cercles, Les cercles des années, Oui, oui, puis tout à fait. ça veut dire que le Créateur nous a donné ça, c'est tellement parfait, mais pourquoi on veut foutre le bordel et faire autre chose? Le Bah, ça, contrôle? c'est le contrôle, oui. Alors, moi, j'ai une interprétation. C'est vrai que le christianisme s'est développé à partir du paganisme. Mhm. Et les païens, c'était des gens qui avaient honoré la nature, un peu comme les peuples traditionnels. C'était des hommes et des femmes qui vivaient dans les bois. Ils étaient polythéistes. Donc progressivement, on a diabolisé la nature parce que l'homme occidental a peur de ne pas pouvoir contrôler la nature. Il a un sentiment d'infériorité vis-à-vis de la nature. Faut pas oublier que forêt, ça vient du latin forestare, c'est le territoire interdit. C'était tout retour le territoire des chasses royales. Les contes de Perrault ou de Grimm, la Oui, oui, nature est hostile à l'homme. Il y a le loup, tout oui, le monde a oui. en tête le petit chaperon rouge. Donc la nature n'est pas un endroit agréable pour l'homme occidental parce qu'il ne peut pas la contrôler. Donc après, il y a eu un nouveau volet, ça a été de modifier la nature. C'est les OGM, les organismes génétiquement modifiés animaux ou végétaux. Et puis le dernier et ultime volet, c'est le transhumanisme. Oui, Voilà. oui. Moi, je suis un conteur traditionnel, ça veut dire que je porte des vieux contes. Et qui est tellement différent des contes occidentaux, c'est que nous, dans la forêt, les arbres parlent. Oui, oui, oui. Les oiseaux parlent, puis les gens me disent, est-ce que c'est possible? Oui, mais c'est pas bonjour Robert. Il y avait une vibration qui passait quand on va à la chasse, puis on tue un animal, oui, je dis ce mot-là,
on va aller dire des prières pour le remercier Oui, oui, d'avoir c'est ça. donné sa vie. Il y a même encore des vieilles cérémonies que l'homme médecine allait dans une tente et il rêvait la chasse. Et le lendemain, il disait aux chasseurs, on va là, on se place là, et c'est là que ça va arriver. C'est encore en vie. Ils n'ont pas pu l'éliminer. Mais pour nous, c'est extrêmement important de faire cette offrande-là. Ah ben c'est capital parce que on ne cueille pas une plante sans lui demander l'autorisation, on ne fait pas tel acte sur la nature sans qu'il y ait une prière, un rituel. Mais ça, on peut juste le faire si on croit qu'on est une des relations. Si on est au-dessus, c'est juste des plantes. Voilà. C'est une mauvaise interprétation de la Bible, parce que dans la Bible, on a interprété que l'homme devait être au-dessus du monde minéral, animal et végétal, il devait être le maître dominateur. D'ailleurs, il y a un auteur célèbre, Descartes, qui disait être comme maître et possesseur de la nature. Oui. Mais En on fin a de vu, compte, c'est intéressant parce que la nature nous parle, parce que la nature, comme nous, a une dimension vibratoire. oui, Et nous avons une dimension vibratoire. Et si notre vibration rentre en interférence avec la vibration d'un objet naturel, eh ben ça nous parle, c'est un dialogue, c'est une conversation. Et ça, c'est une des propriétés de la physique quantique. Un atome, une molécule, un objet quantique a toujours simultanément une double dimension, une dimension matérielle et une dimension vibratoire. Donc nous avons une dimension vibratoire, l'arbre a une dimension vibratoire, la plante a une dimension vibratoire. Donc si on dialogue avec ces dimensions vibratoires, il y a une vraie conversation qui se fait. c'est beau. Quand j'étais plus jeune, un aîné m'avait dit, j'avais dit, comment que je ressens la forêt? Il dit, va t'asseoir dans la forêt, puis quand les souris vont sortir, tu vas savoir que tu es comme la forêt. Jeune, bon, oui, je vais l'essayer. Mais après un certain moment, Les souris sont sortis. ça veut dire que la vibration, on est comme un bateau sur un lac quand on rentre dans la forêt. Hein. On Exactement. fait une vague qui va de l'avant. Mais une fois qu'ils sont là, beaucoup des aînés disaient c'est 4 jours. Ah oui. Et quand il y a 4 jours, là, tout le monde est à sa place, puis là, la forêt peut communiquer. Quand on fait des cérémonies comme la danse du soleil, la première chose, la première journée, avec les calumets et les ailes d'aigle, on appelle les esprits, on leur dit, on est de retour. Est-ce que vous avez attendu? Je dis, oui, on le sent. Tu envoies une vibration, puis cette vibration-là qui vit dans ce lieu-là, c'est comme juste mettre la clé dans la porte, puis la vibration va revenir. C'est simple, hein, mais c'est... Il faut que la forêt nous accepte, on revient. Donc il y a aussi, on pourrait voir les points fondamentaux. On a vu que le rapport de l'homme occidental vis-à-vis de la nature est un rapport de domination. Il a presque peur de la nature parce qu'il ne peut Oui, pas la dominer. oui, Donc il essaye de la modifier, de la faire à son échelle. La deuxième chose, c'est que tout sujet fait partie d'un tout. Donc c'est des relations circulaires. oui, Il y a aussi le fait que la nature est considérée comme un être vivant oui. et fragile qu'il faut respecter, et que la conception des peuples traditionnels est la conception d'un système qui doit être en permanence entretenu avec des offrandes, des données, des recevoirs. Donc ça donne une relation plus poétique et plus vraie. Je ne connais pas de meilleur respect de la nature que l'animisme. Parce que si on considère qu'un objet, qu'il soit minéral, végétal ou animal, a un esprit, on le respecte. Le problème de l'homme occidental, c'est qu'il a supprimé le monde invisible, il a supprimé l'esprit des choses, et donc il reste une matière sans conscience, donc lui, il se sent supérieur. Oui, c'est tellement beau parce que dans notre culture, on le voit. Quand les pierres qu'on rentre dans la rue de sédation, on les appelle grand-père et grand-mère parce qu'ils ont tout vu. On dit, je dis que l'arbre, c'est l'antenne avec ses bras qui capte tout, le descend dans ses racines et les place sur les pierres. Et quand on va dans la loge, on a juste à demander aux pierres, ils ont reçu tout. Ça veut dire que si on a cette connexion ou on croit dans cette connexion-là, c'est difficile d'être bête dans la forêt parce que tu sais qu'ils écoutent. Ça, c'est notre façon de dire que tout est lié, tout est touché. Mais en fin de compte,
Intelligence, ça vient du latin interlegere, c'est relier les choses les unes aux autres. C'est lire entre les lignes, c'est se positionner. Notre culture n'est pas intelligente, puisqu'on ne relie pas les choses les unes aux autres, on les a coupées. Et on a mal interprété le discours de la méthode qui disait découper le problème en autant de parcelles qu'il se peut pour le mieux comprendre. Mais après, une fois qu'on a démonté un objet comme un réveil, il faut le remonter. Et on s'aperçoit d'ailleurs, démonter, c'est plus facile que remonter. Ouais. On démonte un réveil avec une facilité déconcertante, mais une fois qu'on a toutes ces pièces éparses, on se demande comment on va pouvoir le remonter. Donc je trouve que euh, la façon qu'ont les peuples traditionnels de considérer la nature est une conception intelligente au sens de lien. Et la vie, c'est le lien. La vie réside pas dans les objets en eux-mêmes, mais dans les liens entre les choses. La nature est intelligente. Mais la nature est On intelligente, plus regarde intelligente que nous. les territoires. Nous, on a des castors, le territoire de castors. On les voit comment ils bougent pour aller chercher les arbres qui ont besoin. On voit qu'ils n'ont jamais trop de portée. Dans les loups, la femelle, la alpha louve, si savent, ils sentent qu'il va manquer de nourriture, elle va tuer les bébés des bêtas. Les gens se disent que cruel. Non, c'est C'est l'intelligence de la... c'est une régulation, C'est une régulation. Mais nous, l'humain, si on peut prendre ces leçons-là, on serait peut-être moins bête. certainement. Mais c'est la même chose pour les bactéries. Quand il n'y a pas assez d'éléments nutritifs, les bactéries se réduisent en nombre. C'est Mhm. une régulation naturelle. Oui, mais c'est comme le système immunitaire. Oui, oui, tout à fait. Mais j'espère, je crois, qu'on est à un moment que les gens, peut-être, ils vont commencer à ouvrir les yeux pour voir, pour se regarder eux-mêmes. Parce que dans notre ADN, tout est là. Mm. Tout est là. C'est pas juste la couleur des yeux, c'est tout le passé de nos ancêtres ici. Mais toutes les prières, les cérémonies sont toutes là. C'est à nous de trouver des clés pour que ça sorte. Les rassemblements, c'est une bonne chose, mais c'est beaucoup de travail. Et est-ce que les gens sont prêts à travailler sur eux-mêmes? C'est, mais il faut. Alors, il y a aussi un point qu'on a abordé avec certains représentants de sociétés traditionnelles, c'est que le fait que bon, un monde invisible existe, qui coexiste avec le monde visible, mais ce monde invisible est la vraie cause de ce que nous vivons ici. C'est vrai. La vraie cause. Nous sommes dans l'effet de cette cause invisible. Et on a pollué ce monde invisible par nos pensées, nos erreurs, etc. Mais dans ce monde invisible, il y a aussi tout un tas de trésors qu'on peut réactiver. Donc on n'a pas à se soucier d'une perte de connaissance, c'est plutôt comment ouvrir la porte. La connaissance, elle est là, il faut la réactualiser. Mais l'Église a pollué toute notre idée que tout est vivant autour de nous parce qu'ils ont dit quelqu'un va mourir, il va aller au ciel. Si tu n'es pas gentil, tu t'en vas en enfer. Puis purgatoire. Ils ont créé un concept que ça c'est bon, ça c'est mauvais. Dans notre culture, c'est que nos ancêtres sont ici, sont tout partout. Et si on veut leur parler, on a juste à les adresser, puis ils vont. Mais ils ont essayé de couper ça en créant des rituels pour séparer, puis prendre contrôle de la décision. Mais nous, quand on danse, c'est quelque chose dans les arbres et tout, c'est le chuchotement des ancêtres, ils sont là. Ça veut dire que si on veut leur parler ou si on veut mettre un pied dans ce monde-là, tu n'as pas besoin de prendre trois fins de semaine avec un certificat de chaman. Là. Non, non, bien sûr. C'est là. On l'a encore dans notre ADN. Oui, tout à fait. C'est ce que les peuples de la Sierra Nevada Santa Marta appellent écouter le silence. Quand on écoute le silence, les ancêtres parlent. Ouais. Oui, j'aime ça. Puis c'est vrai. Il faut juste. C'est dur à dire à des gens qui sont tellement connectés à la petite boîte carrée, mais juste d'écouter. Toutes les réponses sont là. C'est juste. Finalement, on peut classer les cultures en deux types de cultures, les cultures rondes et Oui, les cultures carrées. oui, Et nous, on est plutôt une culture carrée, oui. avec des angles morts. Mais la Et- culture carrée est violente quand même. Ah ouais, très violente. Elle veut manger tous les cercles. Mais c'est ça. Mais je pense
il y a du monde qui sort de la boîte, qui s'en viennent au cercle. On a vu ici les jeunes, on voit plus dans les cérémonies. Ça veut dire que la boîte carrée, c'est plus une prison. Les gens ont un choix. Il faut qu'on soit là pour leur dire que, hey, t'as un choix. C'est vrai que ça commence notre vie par une petite boîte, et puis après on va au lycée, c'est une boîte un peu plus grande, et puis après on est obligé de s'endetter pour un appartement, et puis on finit dans une boîte ultime enterrée dans la terre. La première fois qu'on est venu en France, on a vu une crèche, et c'était tout du béton avec des clôtures, puis Joanne a dit, je les prépare pour la prison, eux autres. Ils sont en apprentissage. Et c'est la même chose. Ouais, Il faut ouais, couper l'arbre, il est dangereux. On va mettre du béton. moi, ce qui m'avait plu au Québec, c'est qu'il n'y a pas de clôture. Non. Et donc, le Canada est un immense jardin où chacun a sa maison, mais on est plus respectueux de quelque chose qui est collectif. Il n'y a pas cette notion de propriété avec clôture, ça Ah, m'appartient, ça c'est à l'intérieur de mon carré, ça c'est à l'extérieur. je suis allé, je suis comptable, je faisais des festivals. On a passé dans un village à 19 heures, tous les volets fermés. C'est une ville morte. Ah oui, oui, tout à fait. C'est une ville morte. La première prison, c'est notre prison intérieure. Oui, oui. C'est la plus dure pour s'échapper. Mm. Une fois qu'on l'échappe, on peut partir. Ah bah oui, tout à fait. Mais en fin de compte, étymologiquement, diviser, ça vient de diabole, c'est le diable. On divise. Et quand on réunit, c'est le symbolum. Si on prend une huître, soit on sépare les deux coquilles, c'est diabole, ou on les réunit, c'est symbolum, le symbole. Et en fin de compte, quand on regarde le fil conducteur du colonialisme, c'est vraiment fragmenté, ultra divisé, séparé, enfermé. Et on voit bien que le but ultime, c'est de nous séparer de notre identité, séparer le présent du passé, donc de la culture des ancêtres. Et c'est une entreprise de séparation, mais complètement. Mais ils ont bien appris leur leçon. Oui, On le voit, le mode d'opération n'a jamais changé. non, 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 c'est le même. Et on vient de le vivre. Ah oui, tout à fait. Puis si on regarde ici en Europe, 39-40, dans les années 36 à 39, on le voyait qui était en place. Chez nous, les réserves. C'est le même livre, les mêmes points, les mêmes... C'est la même stratégie, la même méthodologie, sauf qu'elle a pris des formes différentes parce que la technologie est venue renforcer cette entreprise de division. Puis aujourd'hui, avec l'Internet et tout, c'est plus facile de captiver. On voit les jeunes qui passent leur jour. Quelle place pour passer des messages. On parlait un peu d'ingénierie sociale. Moi, ça me passionne parce que j'aime voir qu'est-ce qui se passe. Puis on voit les points. Puis on les compare à une autre époque. C'est pour ça que je trouve que c'est intéressant ce que les peuples traditionnels ont subi en Amérique du Sud, en Amérique du Nord. C'est exactement ce que les Européens sont en train de subir. Donc vous nous avez malheureusement précédé dans l'entreprise de séparation. Donc ça serait intéressant qu'il puisse y avoir un échange parce que vous avez le background sur ce qui s'est passé. Et il y a un historien qui s'appelle Toynbee qui disait chaque civilisation se résume à une ambition. Et donc les Grecs avaient l'ambition de maîtriser leur esprit, l'Égypte de maîtriser le Nil. Le colonialisme, c'est vraiment maîtriser la séparation. C'est la fragmentation, la séparation, la division, le côté diabolique, quoi. Oui. Puis là, c'est la vision, le rêve des Américains, c'est financier. Oui, oui, tout à fait. Puis là, on voit que c'est fragile. Je vais vous avouer que je suis très excité de ce qui s'en vient. Parce que William, le grand-père, nous en parlait beaucoup. Puis j'ai jamais pensé que je le verrais de ma vie. Je suis honoré d'être ici en ce moment de grande séparation, de bousculade, d'être témoin. Oui, c'est intéressant parce qu'il y avait des prophéties sur les 7 feux. Tu pourrais en parler? Oui. Grand-père William portait un ceinture wampum. Une ceinture wampum, c'est une grande ceinture avec des symboles faits en perlage, mauve et blanche. Et lui, il avait la prophétie des 7 feux, il y a quelques milliers d'années, qui parlait de toute leur histoire du passé au futur.
quand l'homme blanc est arrivé, la séparation. Mais là, on est rendu, ce qui est très intéressant, au 7e feu. Puis au 7e feu, il allait avoir une séparation. Puis l'homme, fallait qu'il décide de se purifier par lui-même, le chemin spirituel, ou de se faire purifier par la technologie. Puis on est rendu là. Il nous a toujours promis qu'une fois que ça tombait, le 8e feu, ça serait la paix. Mais c'est comme la nature. Il y a un arbre qui tombe, c'est la catastrophe dans la forêt, ça brise des branches, ça fait des trous. Mais plus tard, c'est ce qui nourrit le restant des générations. Oui, c'est ce qu'on appelle en physique une bifurcation, quoi. Enfin, alors, se purifier par la technologie, c'était la vaccination. Se purifier par soi-même, c'est faire confiance à la nature, au corps, à notre défense immunitaire. Oui, puis au rituel, aux prières. Mais c'est ça, on est exactement là. Puis tous ceux qui suivaient William, qui ont réfléchi, ont dit waouh, quel honneur d'être là, à ce point-là, d'une prophétie de quelques milliers d'années. Ah oui, il y a des prophéties qui se sont réalisées, parce qu'en Amérique du Sud, il y avait la prophétie des 9 ténèbres, 468 ans, 9 périodes de 52 ans, et il disait que dans les années 80, il y aurait un renouveau, et ça s'est passé. On appelle ça la prophétie des convergences. La prophétie des 7 feux, c'est intéressant, parce que finalement, le feu purifie, mais de ça naît, il y a comme une séparation de l'humanité, peut-être une partie qui fera c'est vendre son âme au diable avec la technologie, et l'autre qui fera confiance à la nature. Oui, puis quand on parle des feux, il y a les feux de cérémonie, mais il y a le feu de maison puis le feu intérieur. Ah oui, le feu intérieur. Ça veut dire que là, si on marche le côté de la spiritualité, ça veut dire qu'on porte notre feu avec nous. Si on va du côté de l'autre, peut-être qu'il va s'éteindre, parce que ça, c'est leur boulot, c'est d'éteindre le feu. Ah oui, oui, oui. Le but du colonialisme, c'est d'éteindre le petit feu intérieur, la petite lumière qu'il y a dans les yeux et qui fait qu'on est encore vivant et qu'on est encore humain. Mais c'est tellement brillant. C'est comme on disait pour les castors, les Français donnaient une carabine. Le temps de peau de castor à la hauteur de la carabine, ils donnaient la carabine. Et les Anglais, rusés, ils ont allongé le baril pour en avoir. Mais c'est ça la colonisation. Ils sont venus puis ils ont dit ah, ok, on peut faire ça, mais on va donner de l'alcool. Là, c'était foutu, tout le monde était plus connecté, il était dans la boîte carrée. Dans les westerns, on appelle ça l'eau de feu. C'est encore un feu. Mais, un feu qui a fait une combustion interne. Mais exactement. Puis quand on le voit, puis beaucoup des hommes en prison avec qui je travaille, le feu de la boisson a causé des graves dommages. Ah oui, Donc, mais c'est vraiment l'eau de feu. Oui, il y a beaucoup de parallélismes. Oui, mais c'est sûr. Il faut réfléchir puis regarder. On a un wampum qui a 2 rangs. Et quand les Mohawks l'ont donné aux Européens, on dit ce wampum-là, il est blanc avec 2 lignes pourpres. Il dit nous, on est prêts à marcher en parallèle avec vous, mais jamais se toucher au bout. Et on est là, on marche parallèlement, mais on voit que peut-être il y a des gens qui sautent du bateau qui est en feu. Il y a une prophétie, je ne sais pas si tu la connais, qui dit que la France, le Canada, notamment le Québec et le Brésil, ils doivent jouer un rôle dans cette bifurcation. Ce qu'on vient de voir, ils ont bien joué leur rôle. Oui, c'est pas. Tu sais, quand je regarde le Brésil, je regarde notre territoire aussi, qui sont des territoires magnifiques, qui sont en train de complètement écraser. Puis je regarde la France. J'ai beaucoup voyagé en France comme artiste, puis c'est 50 petits pays qui ont éliminé en enlevant le patois, en enlevant toutes les oui, les langues, comme on dit, les patois, les langues vernaculaires, les langues autochtones. L'identité de chaque. Puis là, c'est tout, on voit. Et la perte de biodiversité. Oui, on voit les lotissements, on voit tout. En France, c'est tout pareil. Ah oui, pourtant, c'était 50 petites places uniques au monde. Ils ont bien réussi. Mon arrière-grand-mère est née en Bretagne et il y a encore jusque dans les...
Ah, Comme la merci. petite bébête. Jusque dans les années, fin des années 70, début des années 80, chaque femme qui vivait dans une ville de Bretagne avait une coiffe qui lui était propre et que c'est pas la même. La coiffe de Lorient n'est pas celle de Saint-Brieuc, ni celle Ah de... oui. Mais ça, c'est l'identité. Ah oui, tout à C'est fait. comme des choses qu'on porte, les couleurs qu'on porte, même les canoës qui étaient gravés. Les gens regardaient puis ils savaient tout de suite, ils savent que je suis un danseur du soleil. Bien sûr. Puis les canoës, ils savaient de quel clan, quelle famille. C'était les symboles qui étaient apparents. Oui, L'humain est un être qui a besoin de symboles. ah, mais c'est Et essentiel. ils l'ont compris. Là, on voit les jeunes Oui, avec Nike. oui, oui. Tu sais, Oui. on voit le symbolisme a changé pour faire partie. Mais nous, c'est le symbolisme, c'était pour faire partie. Comme les coiffes. Mmh. Tu sais, les symboles étaient tellement importants. Ah, les symboles étaient importants. Ils ont imposé des symboles qui sont commerciaux au détriment des symboles qui définissaient l'identité de la personne, puisque effectivement, on voit bien la façon de s'habiller, les mocassins. Voilà, chaque ethnie, tribu avait son identité propre. Même le perlage C'est sur sûr. les mocassins était différent dans toutes les nations. Mais c'était la beauté et la fierté d'être capable de dire c'est moi. Aujourd'hui, les jeunes, ils apprennent pas à dire c'est moi. Non. Ils disent je suis. Je suis les autres. J'ai cru comprendre que tu allais visiter les tiens dans les prisons. Oui, je travaille Tu peux avec nous parler de oui. ce travail. Joanne, mon épouse, qui vient de prendre sa retraite. On travaille dans un pénitencier fédéral, sécurité moyenne, avec les hommes des Premières Nations, les Métis et les Inuits. On est là comme aînés, guides spirituels, parce que les hommes, ils ont tout perdu avec les pensionnats, avec l'alcool, la drogue, ils ont fait des graves crimes. Nous, notre rôle, c'est de ramener cette fierté qu'ils avaient en eux, mais aussi de les faire connaître qui ils sont. Si un garçon, il dit, je suis d'aîné, mais je suis allé au pensionnat, je dis, regarde, regardons les d'aînés, regardons les Algonquins. Puis on est là avec eux, puis c'est très intime. Parce que des fois, je deviens le père ou le grand-père qu'ils n'ont jamais eu. Joanne, mon épouse, elle devient la mère, la grand-mère, et peut-être la femme qui a tué. Ça veut dire qu'on est là pour eux. On ne juge pas. Ils ont déjà été, je dis une sentence, mais je ne sais pas si c'est le vrai nom. Nous, on est là, on a confiance en eux, puis on partage. C'est beau parce qu'il y a une place dans la prison qui peut venir et pas être jugé, c'est avec nous. On fait des cérémonies, on fait des huttes de sudation, on fait des changements de saison avec des festins, on fait des rencontres un sur un. On leur montre à faire le perlage, faire des mocassins. C'est-à-dire, moi je pense que le but de la guérison, premièrement, c'est de savoir qui tu es. Et une fois que ton estime de soi est montée, là, tu vas savoir pourquoi tu te guéris. Tu sais, il y a des belles thérapies, mais si la personne ne sait pas qui ils sont, ça va juste faire poum, poum. Oui, mais c'est le but. Quand on coupe un peuple de ses racines, généralement, ça le met dans un état d'autodestruction. Parce qu'il a perdu ses racines. Donc c'est là où l'alcoolisme, la violence, la drogue, la délinquance intervient. On rigole beaucoup parce qu'on a une aînée qui est avec nous, Anishinaabe algonquienne. Et là, notre plan, c'est de rentrer un orignal au complet. Là, la direction de la prison sont en train de dire la santé et tout. On dit non, on le rentre, on le débite avec les gars, on leur montre tous les outils qu'on peut faire. Elle va monter toute la médecine. Et là, il y a beaucoup de questions qui se font, mais on leur a dit, nous, on est sommes ici pour la guérison. Vous êtes fiers, le Canada, de dire que nous avons beaucoup de budget pour aider les Autochtones? Prenez votre budget. Nous, on rentre en orignal. Parce que c'est naturel. Nous, on a vu une garderie, une crèche que vous appelez. Il y avait des gens de la France avec nous. Ils voulaient voir cette réserve-là. Ils n'ont pas d'eau courante, ils n'ont pas d'électricité. Et on marchait avec leur guide vers la crèche. Puis à l'extérieur de la crèche, il y avait un orignal qui était complètement ouvert.
Puis les enfants, ils découpaient avec les... Puis ils disaient, toutes les tripes, ils les manipulaient, ils disaient ça. Puis quand ils les lançaient de l'autre côté du petit muret, les chiens se battaient pour l'avoir. Et ils étaient scandalisés. Puis moi, je riais. Imagine la chance que l'enfant a de défaire l'orignal à un jeune âge et de comprendre d'où vient ceci, d'où vient ça et tout. Toute la culture qu'ils vont porter quand ils vont donner à leurs enfants et à leurs petits-enfants. La- Quand on a comme ça une déculturation, puisque c'est ce qui s'est passé pour ces peuples, souvent ça les met dans des recherches de substitution, de drogue, voilà. Ouais. Et Carl Gustav Jung disait, pour sortir quelqu'un d'une dépendance, par exemple la dépendance à l'alcool, c'est le spirituel. Il faisait un jeu de mots entre le spiritueux, qui est l'alcool, et le spirituel. Mais on le dit ça aussi. Voilà. Et donc le fait de retrouver ses racines, la fierté d'être un Mi'kmaq ou un Indien Cri, un Inuit, etc. C'est très important parce que ça permet de retrouver de l'estime de soi, c'est ce que tu as dit, ça je partage, et de se reconnecter. Le pire, c'est quand on nous a déconnectés et la culture, elle a ce côté connectant. Puis c'est très fort, hein? Encore aujourd'hui, il y a 2 ans, il y a une église chrétienne qui est allée dans la réserve et a brûlé une destination. Encore? Encore. Ça veut dire que la peur que cette connexion-là revienne, il y a beaucoup de gens qui ont peur parce que si les Amérindiens, les indigènes de tous les pays se regroupaient et disaient assez, c'est assez, mais on change le monde. Ah, mais complètement. Mais, C'est l'enjeu. mais- L'enjeu, c'est de se reconnecter. À un moment donné, les Lakota avaient lancé la Ghost Dance, la danse des Ah oui, je ancêtres. connais bien Wovoka. Voilà, c'est ça. Ouais, Wovoka. Mais c'était beau parce que les livres disent qu'ils pensaient qu'avec leurs chemises, les balles, c'était beaucoup plus fort que ça. C'est que leur esprit ne serait pas volé. Quand j'étais à Chicago, je suis rentré dans l'aéroport, puis il y avait un meuble tout vitré, je ne sais pas comment on appelle ça, et dedans, il y avait Vitrine, un des Ghost Shirts original. Ah oui. Moi, plein de larmes en plein milieu de l'aéroport de Chicago, parce qu'on croit encore à ça. Bah, ils ont eu peur, les colons, parce que quand ils ont commencé à faire la danse des ancêtres, ils ont vu qu'il y avait une connexion, quoi. Donc, si les 500 nations des Indiens des plaines s'étaient unifiées, et s'étaient unifiées au niveau de l'invisible, ça serait mort. Mais comme tu disais plus tôt, si les cercles commencent à s'interconnecter, C'est ça. c'est comme des bulles, ça va devenir. Et ça va devenir énorme dans l'invisible, quoi. Il y a le cercle. Et le but, justement, c'est de retrouver cette circularité entre les nations autochtones. Et si vous retrouvez cette circularité, bah, ça s'arrête, quoi. Oui, puis en créant des réserves, on peut les garder dans leur boîte. Oui, c'est ça. C'est pour ça que ça a été fait. Les désespérer, les mettre dans la malbouffe, dans la drogue, l'autodestruction, la dépression, etc., etc. Mais le respect de soi-même. Eh oui, tout à fait. Si on peut détruire, là, on a conquis le peuple. Mais c'est marrant parce qu'une ruche d'abeilles, quand on la met dans une boîte, il se développe des maladies. Des peuples, quand on les met dans des réserves carrées, Ah, ils développent des problèmes entre eux, personnels et collectifs. tout à fait. Très intéressant. Voilà, bah, Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur ce que tu travailles quand tu reconnectes les gens dans les prisons avec leur culture? Oui. Et peut-être ce que tu aurais peut-être constaté en venant chez nous en France et peut-être à ce festival. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Est-ce que peut-être, pourquoi est-ce que tu crois que les gens, le public vient à ce festival? Oui, mais on parlait de la déconnexion. Mm. Les gens ont été déconnectés de leur spiritualité. Ils sont perdus. Au Québec, je parlais au Québec, quand l'Église était en place,
il y avait le dimanche la messe, tout le monde se côtoyait, tout le monde à Pâques mangeait. Il y avait une forme de rituel collectif. Ça l'a tout tombé. Mais dans notre culture, c'était normal. C'est un rituel collectif. Puis, si quelqu'un avait besoin d'aide, tout le monde était là pour le lever. Mm. Je trouve que ce festival-ci, on voit beaucoup de gens qui sont en quête pour le réel. Puis il y a des gens très blessés qui viennent aussi. Puis il y a des gens qui espèrent de trouver le chaman qui va sauver leur vie. Mais on voit qu'il y a des gens sincères qui veulent redécouvrir le feu. Le feu intérieur. Hein? Mhm. Oui, puis je trouve que c'est très important. Moi, je suis pas un homme de festival. Je suis mal à l'aise ici. Juste dans le sens qu'il y a trop de monde. Tu sais, faire des choses avec beaucoup de monde. Oui, j'ai fait beaucoup de scènes comme musicien, mais c'est différent. Faire quelque chose de spirituel en gang, c'est difficile. Par contre, ce qui est très positif, il y a du respect, il y a de l'humilité, il y a de l'honnêteté. Puis les gens qui viennent nous voir, c'est des gens vraiment... Celui qui crie « je vais me suicider », il ne le fera pas parce qu'il crie et il a besoin d'aide. Celui qui ne crie pas le fait. C'est-à-dire les gens ici qui crient, qui viennent, qui ont besoin, nous on les voit puis on dit oui, 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 on va vous aider. Puis en espérant comme un festival comme ça, oups, il va rayonner, il va rayonner. Au pénitencier, les hommes mirants sont cassés, sont brisés. Soit qui ont été au pensionnat ou leurs parents ont été au pensionnat, ils vivent la violence latérale, ils vivent un trauma intergénérationnel qui a fait des générations en générations. Puis quand ils rentrent en prison, sont détruits, beaucoup sont détruits par l'alcool, la drogue et la violence. Et nous, ce qu'on veut juste, c'est les arrêter et dire, t'es qui toi, tu viens de où? Ils vont dire, puis j'ai la chance, souvent, je dis, je connais ce coin-là, vous autres, vous étiez des chasseurs, vous aviez ça. Connais-tu les canaux? Il dit, hey, je suis allé au pensionnat. Viens, puis on va. Tout pour donner. Puis ce qui est beau, quand on fait un changement de saison, un festin au pénitencier, nous, c'est nos gars qui vont mettre dans la cuisine qui vont nourrir tout le monde. Okay. On invite les agents de liaison, les agents de libération conditionnelle, la direction et tout. Et on veut que nos hommes... On a eu un garçon, un jeune homme qui mangeait toujours debout. On l'a invité chez nous, à un moment donné, je travaillais dans une maison de guérison. J'ai dit, pourquoi? Il dit, j'ai jamais eu la chance de m'asseoir à une table de ma vie. Enfant, il était dans le coin. Pensionnat, il était dans le coin. Puis là, j'ai dit, tu peux manger là, mais gars, la table est là. Moi, Joanne va mettre ton assiette et tout, mais si tu veux le prendre, tu peux aller là. Puis à la fin, il était assis avec nous. Puis il était fier. C'est pas le fait qu'il est venu s'asseoir avec nous, le fait qu'il a trouvé sa fierté de dépasser sa peur ou son appréhension. Sa peur. Mais c'est ça qu'on fait en prison. Il a trouvé sa place. Oui. Elle s'est trouvé sa place. Moi, je résumerais ça en un mot, je sais pas si tu es d'accord, c'est que la plupart des gens qui sont en souffrance ont été expropriés d'eux-mêmes. Et ton travail, c'est de les ramener chez eux, pour qu'ils trouvent de l'estime de soi, de la fierté vis-à-vis de leurs origines, et puis leur place, comme disait ça. Exproprié, puis moi je dirais qu'il y a eu une perte d'âme. Oui, oui, tout à fait. Ça a été éjecté, c'est la même chose. Oui, oui, suite au trauma, c'est pour ça qu'il y a des recouvrements d'âme. Mais ça qui est beau, c'est que les deux pensées reviennent. Et oui, oui, tout à fait. Chose. Juste pour terminer, je pense que la chose la plus difficile pour nous dans la prison, c'était de trouver un bibliothécaire, un lexique commun avec les psychologues, les agents de libération conditionnelle. Eux, ils voulaient travailler sur la violence. Il y a des programmes de violence et tout. Ils disaient, on va faire ça, 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 ça. Nous, on dit, mais nous, on va faire une élucidation. Les autres sont éduqués à l'école carrée. Une élucidation. Oui, là-dedans, on va trouver dans l'estime de soi. Il va apprendre à s'affirmer. Il va apprendre de laisser la peur partir parce qu'il va avoir peur. Il dit, c'est pas mal ça. Ça veut dire qu'avec les psychologues, on s'est assis puis on a créé
un système que quand on va travailler avec un gars, on s'assoit avec l'agent de libération conditionnelle, puis on dit, c'est quoi vos objectifs? Il nous donne les objectifs pour le gars parce qu'il faut qu'il chemine en prison. J'ai dit, d'accord, nous, on va travailler ces objectifs comme ça, vous aussi, puis dans 3 mois, sur le compte. Ça veut dire qu'on a pu trouver une façon de lier la boîte et le cercle, mais en trouvant un langage qui est commun. Un pont. Puis je pense que c'est ça qui est très important en ce moment, c'est de trouver ce lien. Ce lien. À chaque fois que je sors de la prison, à chaque fois que j'entends les clôtures fermées devant moi, bing, bang, bing, bang, quelle leçon d'humilité. Moi, je peux partir, eux, ils sont encore là. Ces hommes-là m'ont enseigné. J'apprends autant avec eux que j'ai appris dans ma jeunesse avec les aînés. Ils m'amènent une médecine différente. Ils me montrent comment survivre la souffrance, comment survivre la violence. La résilience. La résilience. Ça veut dire que c'est un cadeau pour nous. Les gens sont impressionnés. Vous travaillez dans une prison avec des violents et tout. Non, non, non. Moi, c'est avec un gars, le psychologue a dit, peux-tu le suivre? J'ai dit oui. Et à chaque matin, on s'assoyait, on prenait un café, puis lui, c'est un sculpteur. Puis après l'heure que j'étais avec lui, j'ai dit, mon frère, merci pour ma thérapie ce matin. Tout le monde riait, mais c'était vrai. Je pense que s'occuper des autres, c'est faire une thérapie sur soi. Avant Oui, tout. l'humilité, l'honnêteté, à un moment donné, tout est mis en question. Voilà. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, la lutte de sudation qu'on voit comme un peu un sauna, en fin de compte, c'est dépasser la peur de mourir. Et dans les traumatismes, on flirte avec la mort. Ah oui, Et donc, c'est comme si on amenait les gens symboliquement à mourir pour mieux la renaître. mort chamanique. Et c'est ça. J'ai eu un garçon qui a été enfermé dans un garde-robe pendant 3 ans. Le noir, il a peur du noir. C'est un autochtone, j'ai dit, veux-tu faire une élucidation ici? Je ne peux pas rentrer là. Je me suis assis avec les frères, j'ai dit, notre frère a peur, vous connaissez son histoire, on peut-tu faire une coupe de ronde, la porte ouverte? Yeah, on va rentrer. Ça veut dire qu'on a fait la élucidation avec la porte ouverte pour la première, deuxième ronde, puis après ça, il dit, on peut-tu fermer la porte? Pourquoi ça a marché? Premièrement, on a respecté sa part, mais il était appuyé par ses frères. Oui, il était accompagné. Et quand il est sorti, la fierté de lui, de soi-même, que les frères disaient, hey, tu l'as fait. C'est tellement facile de redonner la fierté. Mais c'est tellement facile de l'enlever. Mais le chemin pour aller l'accepter est long, plein de blessures, plein de trous. Bah, merci. Vraiment, c'était un Philippe, entretien un vrai fraternel et intéressant. Vraiment plaisir.